Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire de Basket Session après le CQFR de ce matin que vous avez peut-être déjà écouté, c'était avec Benjamin. Cette fois, on retrouve le franchise player, l'incontournable Antoine Pimel pour ce podcast du lundi après-midi. Antoine, comment ça va ? Ça va, j'ai séché le shoot-around de ce matin, mais là, ça va, je suis en forme, je suis présent et ça me fait plaisir de refaire un podcast, ça faisait longtemps. Ben ouais, t'inquiète pas, les gens ont été prévenus, ils sont compréhensifs, tout est pardonné. Tout est sous contrôle. Bon, alors, comme chaque semaine, on essaie de trouver une thématique à développer un peu. Là, on a voulu partir sur un article qu'on avait publié il y a quelques jours, parce qu'on trouvait la thématique intéressante, sur les joueurs qui étaient qui ont le plus à prouver la saison prochaine, en fait. On peut mettre l'intitulé qu'on veut, hein, parfois ça se recoupe plutôt pas mal, je trouve. Ça peut être les joueurs qui ont le plus à prouver, les joueurs qui ont le plus la pression, qui sont le plus attendus. En tout cas, on aura un œil particulier sur eux pour des raisons diverses et variées. Donc voilà, on voulait discuter de ça ensemble pour voir, pour comparer un peu les attentes qu'on avait sur ces joueurs-là qui à mon avis, sont aussi dans le viseur des gens qui vont suivre la saison. Par quoi est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'il y a un joueur de la liste qu'on a établi qui t'intéresse ? On en parlait juste avant, donc à la limite, on peut peut-être commencer avec Evan Mobley, qui est peut-être pas le premier nom auquel les gens vont penser, mais que moi, personnellement, je trouve très intéressant sa situation. C'est sa 3e saison dans la Ligue. On sait que généralement, c'est au bout de 3 ans que les principaux prospects ils explosent. C'est le moment où, apparemment, voilà, en 2 ans, c'est le temps de t'acclimater au rythme de la Ligue. Je pense que ça te donne d'ailleurs une idée. Le fait que les pros disent ça, ça te donne une idée du rythme dingue qu'il doit y avoir en NBA. Voilà, tout le côté physique, mais aussi technique, mental. Et du coup, il y a toujours un cap de franchi. Lui, il était déjà fort pour sa première et sa 2e saison. Les Cavaliers sortent d'une élimination en play-off. Il y a quand même l'intention à Cleveland de passer un cap. Et je pense que pour passer un cap, il faut qu'Evan Mobley passe un cap. Et du coup, voilà, tu as un joueur qui d'un coup se retrouve beaucoup plus sur le feu des projecteurs, même si on pourrait dire la même chose évidemment pour Darius Garland et Donovan Mitchell, mais je trouve qu'Evan Mobley, du fait que c'est lui que j'identifie comme le joueur qui peut vraiment faire progresser cette équipe de Cleveland, j'ai hâte de voir, tu vois, est-ce qu'il va y avoir ce palier, notamment en attaque, est-ce qu'on va enfin avoir un All-Star ? Il est présenté comme un joueur générationnel, est-ce que maintenant c'est sa première saison All-Star ? C'est ce que j'attends de lui, ce que j'espère pour lui, moi personnellement. Ouais, c'est ça, c'est pas facile parce que je le trouvais tellement en avance, tu veux, sur ces 2 premières saisons, je l'ai trouvé d'un niveau sur le plan défensif exceptionnel, directement dans les discussions pour le Defensive Player of the Year, pour les All Defense Team. Enfin, il était déjà très très en avance là-dessus et en ce qui concerne le niveau en playoff, c'est là où j'étais un peu, je vais pas dire déçu parce que c'est super dur, c'est tes premiers playoffs, tu joues dans une équipe où t'es pas alimenté forcément en priorité par tes partenaires, tu joues avec Donovan Mitchell, Garland, d'autres joueurs autour qui ont besoin de scorer. Et si tu veux, ça a été tellement compliqué pour les Cavs contre les Knicks, et notamment pour Mobley qui a pas échappé au naufrage au rebond et dans le combat. Il a été dominé dans la raquette. Ah ouais, que du coup je m'attends à voir un palier franchi en agressivité, même presque en leadership, parce que je suis d'accord avec toi, pour moi Mobley ça doit être le franchise player des Cavs à l'avenir, parce que là il y a Mitchell qui est un multiple All-Star qui score beaucoup, mais on sait qu'il sera peut-être pas là éternellement. Il y a déjà des rumeurs sur son envie peut-être d'aller jouer ailleurs, tu vois, on sait pas. Donc moi je suis comme toi, j'identifie Mobley comme un joueur qui doit être dominant, All-Star. Alors ça peut-être que ce sera encore une fois cette année juste, et c'est déjà énorme, un phénomène défensif et un joueur incontournable, et peut-être pas encore ce joueur statistiquement plus impressionnant offensivement, mais moi je l'attends en saison régulière et je l'attends aussi et surtout en play-off, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Non, clairement. Et après, tu as raison, hein, si ça reste un monstre défensif, c'est quand même pas donné à tout le monde. Comme tu l'as dit, il est très en avance à ce niveau-là. On parle d'un joueur qui était déjà dans la course pour le trophée de meilleur défenseur de la saison.
Mais justement, la progression, moi, j'aimerais la voir en attaque. J'ai l'impression que si il passe pas un cap offensif dans les 2 ans qui arrivent, tu vois, c'est qu'il sera peut-être pas amené à être un espèce de Chris Bosh ou Kevin Garnett ou, tu vois, ce genre de joueur, Anthony Davis. Des joueurs qui sont... Enfin, alors pour Davis et Garnett notamment, qui sont des défenseurs incroyables, mais qui ont aussi été des vrais... voilà, des attaquants à plus de 20 points de moyenne, plus de 25 points de moyenne, candidats au MVP. Si Mobley veut un jour prétendre à être un candidat au MVP, il faudra quand même aussi être un attaquant très performant. Ouais. Et je me dis que là, c'est le moment. Je pense que les Cavaliers ont intérêt à lui passer plus le ballon. On en parlait déjà en cours de saison dernière. Je pense que c'est quelque chose qui va avoir lieu cette saison. Et c'est à lui de répondre présent. J'ai l'impression qu'il a les qualités, qu'il a le potentiel, qu'il a les atouts. J'ai hâte de voir un Mobley qui se rapproche. Tu vois, quitte à ce que Garland se retrouve un peu plus dans un rôle de gestionnaire ou de playmaker par moment, marque un peu moins, que Mitchell marque peut-être un peu moins. Ça peut faire du bien de toute façon à Cleveland d'avoir une attaque un peu plus équilibrée, pas que des scoreurs extérieurs, mais aussi un mec qui est capable de mettre des points dessous, à mi-distance, etc. Donc moi, c'est vraiment dans ce registre. Et par contre, je te rejoins totalement sur les playoffs. Voilà, il y a eu le premier... comment dire, la première expérience, et là maintenant il n'y a pas d'excuse si tu veux pour l'an prochain. C'est vrai que après, en y repensant, c'était pas que de sa faute, et je trouve que Jarrett Allen a été particulièrement exposé, peut-être plus qu'encore que Mobley, mais les attentes sont différentes, donc on va surveiller Evan Mobley qui... Je mettrais bien une petite pièce sur une participation au All-Star Game. On verra quand tu nous feras tes traditionnelles prédictions, les événements qui surviendront durant la saison. En potentiel futur All-Star, première sélection, il y a une grosse cote. Il faudrait qu'on regarde un peu quels joueurs on imagine fort à l'Est, mais je pense que je ne serais pas surpris qu'Evan Mobley soit dans la liste. Ouais. Peut-être à la place de Darius Garland, s'il doit y avoir 2 Cavaliers. Peut-être. Jarrett Allen, c'était cette année ou l'année passée, je ne sais plus. Je me mélange dans les années. Là, tu me poses une colle. Mais bon, on vérifiera. Mais moi, je pense qu'il peut être All-Star dans tous les cas. Je pense qu'on peut peut-être enchaîner avec un camarade de QV d'Evan Mobley, si ça te dit. Oui, avec une situation similaire. Je l'anticipe. Ouais, on peut parler de Scottie Barnes, si tu veux, de Toronto, qui avait fait quand même une rookie de l'année en 2022. Sans doute, il a été à un niveau, en tant que rookie, un niveau supérieur à ce que les gens attendaient, je pense. Même s'il avait quand même il avait une belle petite cote, mais il a été vraiment excellent. Et la saison dernière, il a donné l'impression de stagner un peu. C'était pas scandaleux. Il n'est pas devenu subitement mauvais, mais de par les résultats collectifs des Raptors et lui, peut-être ses propres... j'allais dire ses limites, c'est pas tellement ça, mais comme tu le disais juste avant pour Mobley, il faut un temps d'adaptation. Parfois, ça se passe très bien tout de suite. Il y a un petit temps de stagnation et après, ça repart. Et c'est un peu ça qu'on va attendre de voir, parce que les Raptors sont dans une situation où ils sont pas encore dans une reconstruction totale, même s'ils ont perdu des joueurs importants. Et on se demande si Scottie Barnes, ça peut être le joueur autour duquel ils vont reconstruire le projet. Tu vois, est-ce que ça peut être la star si Siakam est amené à partir à un moment, est-ce que Barnes, ça peut être la garantie que l'équipe va rester compétitive ou est-ce que c'est autour de lui qu'ils pourront activer vraiment activer le mode tanking? C'est ça, je sais pas trop encore. Ouais, je pense que ça sera une saison charnière au final pour lui, parce que comme tu l'as dit, il y a eu une espèce de stagnation, en tout cas même statistiquement. Alors évidemment les chiffres donnent parfois qu'une partie de l'histoire, mais il n'y a pas eu l'espèce de tremplin qu'on aurait pu attendre, un peu comme Mobley d'ailleurs du coup, entre la première et la deuxième saison, sauf que la différence c'est que Cleveland avait recruté Donovan Mitchell et a fait mieux d'une saison sur l'autre. Même si Mobley n'a pas forcément passé un énorme cap, on a senti quand même qu'il y avait une progression, même encore en défense. Et puis de toute façon, il y avait la progression collective. Là, comme tu l'as dit, pour Toronto, au final, c'est une saison décevante à tous les niveaux. Et Scottie Barnes y compris, même si ça peut être un peu dur de vraiment parler de déception pour un jeune joueur qui tourne à plus de 15 points et 7 ou 8 rebonds. Et je pense qu'il est pas loin des 4 passes ou peut-être même au-dessus de 4 passes. On peut donner ses stats, mais c'est marrant parce qu'au scoring, il a exactement le même nombre de points par match, 15,3. Il fait un peu plus de passes décisives, 4,8 contre 3,5. Donc il est même proche des 5, ouais. Il prend un peu moins de rebonds, il en prend 6,6 contre 7,5 sur sa saison rookie. À 3 points, par contre, il a chuté, il était à 30%, il est à 28%. Et sur l'adresse générale, où il était un impressionnant 49% en rookie, il est à 45,6, ce qui est déjà bon.
ce qui est quand même très bien quand tu joues ailier. Et il joue quasiment le même nombre de minutes par match, 34 contre 35 lors de sa saison rookie. Après, la seule différence, c'est vraiment la compétitivité des Raptors a chuté de manière assez drastique. Ouais, bah, ils ont raté les playoffs. Et bon, il n'y a pas eu encore ce sentiment que voilà, Scottie Barnes. C'est vrai qu'après son trophée de rookie de l'année, tu te dis, bon, bah, c'est une star potentielle. Tu vois, il y a quand même des comparaisons avec Kawhi Leonard, que je trouve d'ailleurs un peu rapide. Si je peux me permettre, je sais que voilà, je comprends l'envie de s'enflammer de façon sur des jeunes joueurs. Il a 21 ans, on ne sait pas encore exactement quel joueur il peut devenir. Mais voilà, lui aussi, il est peut-être à ce stade où tu te dis, ben, si vraiment on a un All-Star in the making, va falloir commencer à le montrer. Tu vois, si tu enchaînes 3-4 saisons de suite entre 15 et 17 points, tu te dis, bon, après, il y a des mecs qui explosent sur le tard, hein, on le sait bien, mais tu te dis, bon, c'est peut-être pas une future superstar, ce sera peut-être un très bon joueur, ça n'empêche pas, tu vois, rien n'empêche. Mais je veux dire, une superstar, tu le sens quand même assez vite. Si on prend l'exemple des superstars actuelles de cette ligue, si tu penses à Kevin Durant, ça se voit immédiatement, en fait, très très tôt. Stephen Curry, c'est un peu délicat, peut-être, et encore, je dirais que ça se voit quand même assez tôt, même si on n'avait peut-être pas imaginé cette évolution. Mais tu vois, voilà, la plupart des superstars, on sent quand même très vite quand il y a quelque chose. Scottie Barnes, Evan Mobley, c'est le moment peut-être de montrer, bah voilà, si c'est vraiment des futurs superstars. Je pense que là, c'est la meilleure saison pour passer un cap. En tout cas, je me dis qu'il y a vraiment, on est au stade où sur le timing, tu te dis qu'il doit y avoir une progression, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que les fans des Raptors et même au sein de l'organisation, on sait qu'il est encore tenu quand même en très très haute estime parce qu'il y en a qui refusaient de l'inclure dans des discussions de trade quand ça parlait de Kevin Durant. Alors bon, là, il était un peu plus proche de son titre de rookie de l'année, donc c'était logique, la hype était, sa cote de popularité était à son plus haut niveau. Là, aujourd'hui, je suis curieux de savoir si les fans des Raptors seraient plus accrochés que ça à Scottie Barnes dans l'éventualité où tu as une star dans un schéma à la Kawhi. Est-ce qu'ils sont prêts à lâcher Scottie Barnes comme ils ont dû accepter le départ de Rosanne à l'époque et qui était pourtant pas facile à encaisser. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Ça peut vite prendre de différentes tournures, je pense, parce que si on voit que ça stagne, mais que sa cote reste quand même importante, ça peut aussi vite être un candidat au trade de Scottie Barnes, à mon avis. Ouais, après bon, ça dépend quelle direction veulent prendre les Raptors, quoi. Parce que Siakam, il est en fin de contrat, alors lui, il annonce qu'il va re-signer absolument à Toronto, mais c'est risqué de se séparer d'un mec de 21-22 ans que tu as drafté en 4e position, surtout si tu t'apprêtes à reconstruire. Je me demande aussi dans quelle mesure, lui, pour le coup, est-ce qu'il a besoin... j'ai pas la réponse, hein, mais est-ce qu'il a besoin de jouer avec Siakam ou sans Siakam, tu vois? Est-ce qu'au final, Barnes, c'est un joueur plus intéressant dans une équipe forte, ou est-ce que c'est un joueur plus intéressant vraiment en star patron? Est-ce qu'il a besoin d'être patron pendant une année ou deux? Je trouve qu'il a un peu plus un profil Aaron Gordon que Kawhi Leonard, en fait. Ouais, bah, ce serait déjà... ouais, ça serait énorme, hein, bien sûr, mais tu vois, quand on est dans... Justement, tu parlais de ce fait de refuser de l'inclure dans un transfert pour Kevin Durant. Tu vois, c'est le genre de truc que tu réserves à des jeunes que tu imagines devenir des vrais superstars. Après, Aaron Gordon, peut-être que Scottie Barnes peut prétendre à plus. Et encore une fois, Aaron Gordon a été... un joueur majeur d'une équipe qui vient de gagner le titre, donc ça reste un joueur très très intéressant, hein. Je pense qu'individuellement il peut peut-être prétendre à plus, mais je le vois plus à mi-chemin entre Aaron Gordon et Kawhi Leonard que vraiment du côté de Kawhi Leonard ou de ses superstars, futurs superstars. Mais en tout cas, c'est l'année pour prouver que lui peut prétendre. Et petit paramètre intéressant pour finir sur le cas Scottie Barnes. Les Raptors ont pris Darko Rajakovic comme coach et il est quand même spécialiste du développement des jeunes joueurs. Donc je me dis que s'il ne repasse pas un cap avec un coach comme ça, ce sera peut-être plus compliqué. Bon, on va pas s'avancer, c'est un joueur qui a montré de superbes choses, mais il rentre complètement dans la case des joueurs qui doivent prouver qu'ils ont ce potentiel qu'on leur prête. Alors lui, pour le coup, après ce qu'il a, comme Mobley, après ce qu'il a montré dans ses débuts en NBA. En plus, juste sur ces deux-là, tu vois, même s'ils sont jeunes, j'ai l'impression quand même qu'on arrive à une époque où les mecs peuvent dominer de plus en plus jeunes, même si je parle pas de gagner un titre, hein. Gagner un titre, il faut un peu de bouteille, mais dominer et devenir des stars de plus en plus tôt, tu vois, je veux dire, alors ton prime commence pas à 23 ans, ça c'est sûr, mais voilà, dès cet âge-là, on peut quand même commencer à sentir, on voit les Doncic, tu vois, les mecs comme ça,
il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une superstar. Et je pense que dès sa deuxième saison, on savait que c'était une superstar. Donc, tu vois, on ne pourra pas toujours avancer le Mobley, Barnes, ils sont jeunes. Oui, ils sont trop jeunes aujourd'hui pour aller chercher un titre, trop jeunes pour être l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Ça, bien sûr, je l'entends. Par contre, pas trop jeunes pour être All-Star. Ça, tu vois, même un Ja Morant, tu vois, il y a des gars très vite, on sent quand il y a quelque chose. Donc, là, il y a plus vraiment, je trouve, pour au moins vraiment franchir un cap, je parle de franchir un cap sur le terrain et statistiquement, je dirais qu'il n'y a pas l'excuse de la jeunesse et que cette année, c'est une condition presque sine qua non pour eux, quoi. Ouais, je vois. Il y en a un qui pour le coup a acquis ce statut de star très très tôt dans sa carrière, c'est Trae Young. Trae Young qui est un autre joueur de la liste qu'on a établie. Bon, c'est un cas vraiment particulier, Young, parce que là, on en parlait ce matin avec Ben dans le CQFR, parce qu'il, je sais pas si tu as vu, mais tu sais, il était chez Gilbert Arenas, il se plaignait un peu d'avoir fait acte de candidature pour Team USA pour la Coupe du Monde, mais que il n'y avait pas eu de... C'était pas réciproque, ils n'ont pas voulu de lui. Ils n'ont pas voulu de lui et que donc il s'en était un peu offusqué. En tout cas, Arenas s'en est offusqué pour lui en disant qu'il était meilleur que les autres meneurs qui étaient là, ce qui reste à prouver. Hein. Il y a quand même Ali Burton et Jalen Brunson qui sont d'un niveau très intéressant. Mais Trae Young, c'est ce joueur qui a été star très tôt, hein, avec des cartons offensifs, des campagnes de playoffs jusqu'en finale de conférence. Enfin, un statut de star, hein, on peut pas dire les choses autrement. Il a donné l'impression d'être un franchise player quasi immédiatement, à tel point qu'on s'est même dit pendant un temps, et il y en a peut-être qui se le disent encore, que les Hawks s'en étaient pas si mal sortis que ça, compte tenu du fait qu'ils avaient perdu Luka Doncic. Finalement, ils avaient quand même un franchise player et que c'était bien. Sauf qu'entre-temps, au-delà de cette campagne, superbe campagne, hein, jusqu'en finale de conférence, surprise, il y a 2 ans, 3 ans, 2021. 2021, en 2021, profitant voilà. Aussi un petit peu quand même de la cagade des Sixers, mais il faut rendre hommage aux Hawks. Mais ils l'ont fait avec Trae Young, qui était devenu un killer du Madison Square Garden, façon Reggie Miller. Mais entre-temps, il y a eu des conflits en interne. Lui avec Nate McMillan, c'était clairement pas l'amour fou. Il y a cette séquence où il a été un peu viré de l'entraînement et officieusement suspendu pour un match. Et puis même avec ses coéquipiers, hein, il n'est pas le leader, que doit être un franchise player aujourd'hui en NBA. Il y a le terrain où c'est un talent offensif phénoménal qui tournera dans tous les cas toujours à un nombre élevé de points, de passes. Et puis il y a le collectif. Et là pour l'instant le collectif c'est compliqué à tel point que on s'est demandé si ça allait pas être l'un des futurs gros joueurs majeurs ou le prochain gros joueur majeur à demander son trade. Quinn Snyder est arrivé, donc c'est plutôt une bonne chose. Les premières semaines, les premiers mois se sont bien passés. Pour l'instant, Trae Young a été plutôt élogieux envers Snyder et Snyder a l'air de vouloir faire en sorte que ça marche, mais il rentre dans le cadre de la thématique parce qu'on a besoin de savoir si maintenant Trae Young ça a été un météore, une météorite qui a été fort très très tôt, mais qui après était plus prévisible et qui a eu du mal à ce que sa personnalité convienne à l'équipe et aux ambitions de son équipe, ou est-ce qu'il avait juste besoin d'un changement de coach, à défaut d'un changement de décor, et est-ce que ça peut être encore cette star ou cette superstar de la Ligue ? Je pense que lui, de toute façon, il a grillé les cartouches au niveau des boucs émissaires, c'est-à-dire dans une franchise, tu vois, le coach saute toujours avant la star, le coach a sauté. La prochaine étape, il y a eu des changements de dirigeants à Atlanta. Je pense que prochaine étape, c'est sans doute lui. John Collins est parti aussi. John Collins avec lequel il avait eu des petits accrochages. Tout à fait, c'est vrai. Et bon, ils ont fait venir des Dejounte Murray, donc en plus, il y a toujours cette idée du meneur de rechange. Voilà, et puis on se demande ainsi encore un peu ce que peut donner cette association. Mais tu as raison, c'est peut-être lui, c'est le moment de montrer. Alors, il n'est pas sur la même tranche que les Mobley et Barnes. Non. On a déjà vu que c'était une star, tu as raison. Maintenant, c'est carrément la question, mais ok, c'est bien, tu es une star. Des stars dans la ligue, il y en a quand même quelques-unes. Tu vois, des All-Stars, je pense un Zach LaVine, c'est une star. Mais on est d'accord pour dire que c'est pas un franchise player, tu vois. Non. Lui, il est à cette étape, Trae Young, prouvé, mais si, je peux vraiment être un franchise player. Je peux vraiment être un mec qui fait gagner mon équipe. Alors, faire gagner à des niveaux relatifs, hein, pareil, encore une fois, faire gagner, c'est pas toujours le titre, mais c'est passer un tour de playoff, essayer d'être le Damian Lillard d'Atlanta, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et pour ça, tu l'as dit, faut du leadership, il faut savoir être proche de ses coéquipiers, savoir sacrifier ses stats par moment. Tout ça, c'est quelque chose qu'on va attendre de Trae Young cette saison, de montrer un tout autre visage dans ce domaine.
le talent, il l'a, ça c'est indéniable. Mais est-ce que cette équipe d'Atlanta peut être autre chose qu'une équipe médiocre? Et par médiocre, je veux dire par là une équipe de milieu de tableau avec Trae Young en patron. Je pense qu'ils ont une carte cette année. Il y a quand même un bel effectif, il y a un bon coach, clairement. Il y a une conférence Est ouverte. C'est pareil, c'est le moment, quoi. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de prouver. Bah oui, et puis il a un des meilleurs coachs de la ligue avec lui maintenant. Quinn Snyder, c'est quand même une pointure. Il a le truc qui est censé le motiver, c'est que dans tous les sondages, The Athletic, Bleacher, ESPN et j'en passe, je ne sais plus lesquels, il est quasiment toujours considéré comme le joueur le plus surcoté par ses pairs. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, les fans en dehors, ils ne le ménagent pas non plus. Sur les réseaux et tout, je pense que dès qu'il va faire un tour et qu'il tape son nom, ça doit être assez salé pour Trae Young. Donc il a tout pour le motiver pour redevenir un joueur majeur, peut-être effectuer une sorte de transformation, un juste équilibre entre un mec qui est capable de faire des cartons offensifs. On parle d'un mec qui tournait quasiment à 30 points de moyenne en saison sophomore, tu vois. Tout en étant à 10 passes, quoi. Exactement. Proche des 10 passes. C'est ça. Et la saison dernière, une saison qui est, on peut pas dire autrement, elle a été médiocre pour les Hawks et il a été décevant sur ce qu'il apportait en tant que leader de l'équipe. Tu regardes juste les stats, si tu regardes pas les matchs, il est à 26 points, 10 passes. Enfin, c'est quand même, tu vois, c'est quand même impressionnant. Alors, il faudrait qu'il retrouve aussi son adresse à 3 points. Ça pourrait être pas mal. Sa sélection de tir, elle est un peu douteuse par moment. Voilà, en fait, parce qu'un type qui est capable de shooter d'aussi loin et aussi vite, qui est à 33% à 3 points, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a ça, le fait de voir si son entente avec Murray va bien se faire. J'ai l'impression que tout dépend un peu de lui, tout dépend de son bon vouloir, il aura toujours le défaut défensif, a priori, il sera toujours là, c'est compliqué, il va pas s'inventer un gabarit et un génie défensif subitement, mais il peut devenir ce genre de joueur qui par leurs efforts et leur intelligence de jeu, arrivent à compenser leurs lacunes et à être aidé par les autres autour, tu vois, dans un système défensif, et Quinn Snyder, on sait que c'est un très bon coach défensif. Donc il est clairement attendu au tournant, il a clairement des choses à prouver, et il doit redevenir All-Star peut-être aussi, si je dis pas de bêtises, il l'était pas l'année dernière. Sans doute, ouais. Il y a moyen qu'à l'aise, justement, ça soit notamment... Non, Jalen Brunson n'a pas été All-Star. Non, Haliburton l'a été. Ouais, voilà, c'est ça. Notamment des gars qui ont été pris à sa place à la place pour Team USA. Le simple fait que je me demande s'il a été All-Star ou non, tu vois, ça prouve que... Ouais, mais il n'a pas été, t'as raison, il n'a pas été All-Star. L'année dernière, il n'a pas été, voilà. Il était en 2020 et 2022, puis il était dans le 3e 5 NBA en 2022 aussi. Donc voilà, il a plein de choses à prouver, peut-être à lui-même déjà, à ses coéquipiers, à la franchise. Parce qu'au sein de la franchise, quand il y a eu des informations qui ont fuité sur la fameuse altercation avec Macmillan, c'est qu'il y a des gens qui sont, je pense, plutôt du point de vue que ça peut pas être le franchise player, quoi. Ah, et puis même parmi ses coéquipiers, quoi. Parmi ses coéquipiers, il y a des mecs qui donnaient raison au coach. Ouais. Ça en dit long, ça aussi, sur le bonhomme. Je pense qu'il doit réussir à un peu mieux fédérer son groupe. Après, être le meilleur joueur, ça ne veut pas forcément toujours dire être le leader de vestiaire. C'est pas une obligation. Ouais. Ça, c'est un peu surfait, tous ces trucs-là. Tu n'as pas forcément toujours besoin que ton meilleur joueur soit aussi ton leader. Mais par contre, au moins montrer l'exemple sur le terrain, faire les efforts, meilleure sélection de tir, comprendre ce qui fait gagner. Moi, j'arrive à croire Je pense que les Hawks vont faire une belle saison. Si tu te souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Théo, peut-être dans un podcast récent, moi j'avais dit que je les voyais bien dépasser un peu les attentes, ou en tout cas finir top 5. Mais bon, je me basais plus sur mon affection pour Quinn Snyder que pour forcément ce que ferait Trae Young, mais c'est indissociable. À partir du moment où il est là, il est important, hein, c'est indéniable. Je me dis qu'il y a moyen qu'il soit pas si loin justement des Cavaliers, tu vois, très possible. Qui peut boxer à peu près dans la même catégorie. Alors ils ont peut-être pas les mêmes arguments défensifs, mais il y a offensivement plus de talent. Ça va être une équipe intéressante à suivre, je pense. Mais effectivement, ça dépend en grande partie de Trae Young, quoi. Ouais. Un autre joueur qui n'a pas toujours embrassé correctement le costume de leader, ou en tout cas la conception qu'on peut s'en faire en NBA, je voulais parler de Karl Anthony Towns un peu. En étant notre ami. Notre ami Karl Anthony Towns, souvent, si vous nous suivez dans les late sessions, dans les CQFR, on est parfois un petit peu dur et un petit peu rude avec Karl Anthony Towns, mais bon, c'est généralement parce qu'il tend un peu le bâton pour se faire battre. On va partir du principe et on le pense tous les deux, que c'est un joueur surdoué. Il n'y a pas de problème. C'est un des intérieurs les plus doués avec le ballon qu'on ait vu dans l'histoire de l'NBA, ça, il n'y a pas de souci. C'est un des meilleurs intérieurs shooters de l'histoire, il n'y a aucun souci avec ça aussi.
on a beau avoir critiqué ce qu'il avait dit et l'assurance avec laquelle il a dit. Aussi sur tout ça. Voilà, sur le côté positif, il y a plein de choses positives à dire sur lui. C'est un garçon intelligent. C'est aussi pour ça que ses défauts sont curieux. Il a plein de choses positives, mais il y a ce côté où il donne l'impression de vivre un peu dans une réalité alternative. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il faut un moment qu'il se montre digne de ce qu'il dit et de son statut, c'est-à-dire celui d'un franchise player, d'un multiple All-Star, de toutes les fleurs qui s'est envoyées sur le meilleur big man shooter, tout ça. Il faut être à un moment digne et à la hauteur de son statut et de son talent. Et ça passe par le terrain. Alors il n'a pas eu l'occasion l'année dernière de le faire beaucoup parce qu'il a été blessé longuement. Mais quand il est revenu, malheureusement, on l'a vu en play-off aussi, il y a un play-off 4 qui n'est pas une très très bonne version du joueur qu'on connaît, quoi. C'est un des joueurs, je trouve, c'est une des stars qui baisse le plus de niveau, je trouve, dans les matchs chauds, entre les matchs chauds et la saison régulière. Je trouve ça c'est assez désarmant et là le voir encore en mode sur les dernières semaines dire qu'en gros il pense que son équipe a fait des choses plus intéressantes, qui méritait d'être plus complimenté que ce qu'ont fait les Nuggets, que c'était plus dur. Enfin, tu sais, on s'est un peu moqué du fait qu'il disait quand j'ai vu les Nuggets gagner, j'ai fermé les volets chez moi et je me suis enfermé. Voilà, il y a tout ça pour dire qu'il est dans cette liste parce que c'est un surdoué, c'est un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Mais on attend qu'il le montre et surtout que ça se traduise collectivement, parce maintenant il y a un autre joueur qui est sur une phase ascendante, c'est Anthony Edwards, qui est un peu de facto ce qui ressemble le plus à un franchise player en termes de niveau. Et il va falloir montrer à la fois qu'il est digne de ce statut, de ce talent, et qu'il peut faire gagner les Wolves en même temps. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui est fou avec Kat, c'est qu'il vient quand même de se faire piquer son statut au sein de sa franchise. Est-ce qu'il le sait, ça ? C'est pas quelque chose qu'on aurait imaginé. Est-ce qu'il le sait, ça ? J'ai l'impression qu'il respecte quand même Anthony Edwards. Mm-hmm. J'ai pas l'impression, moi, qu'il y ait une forte rivalité entre les deux. Peut-être après, je suis pas dans le vestiaire, donc évidemment, j'ai pas cet insight. Le problème, en fait, avec Kat, si Kat, il disait rien, il lui restait lacune, celle que tu as mentionnée, le fait de pouvoir disparaître dans certains matchs, le fait d'être irrégulier. Mais bon, on le verrait tout de suite d'un autre œil. Le problème avec Kat, c'est qu'en fait, il y a un monde d'écart, comme tu l'as dit, cette dimension parallèle, entre ce que lui dit et ce qui se passe. Parce que si vraiment ce que Kat dit était vrai, mais les Timberwolves auraient fait une finale de conférence, en fait, à un moment. Les Timberwolves, ils auraient plus que passé un tour. Ils seraient régulièrement en play-off. Ils seraient à 50 victoires. Tu vois, Kat, il se présente comme un des meilleurs pivots, un des meilleurs tireurs de toute l'histoire. Les Timberwolves sont ceux qui ont le plus accroché les Nuggets, etc. Il dit qu'il y aura probablement des enfants qui viendront le remercier d'avoir changé le jeu et de leur avoir parlé de basket aussi. Ouais. Si c'était la vérité, si c'était vraiment le cas, mais les Timberwolves, ils n'auraient déjà pas autant de difficultés à atteindre les playoffs chaque année, et ils passeraient un tour. Ce serait une des équipes phares de la conférence Ouest, et c'est pas le cas. Et non seulement c'est pas le cas, mais en plus c'est loin d'être le cas pour l'instant. Je dis pas qu'ils sont ultra largués, mais il y a quand même, on est encore loin. Par exemple, les Timberwolves ne seront pas champions en 2024. Je pense qu'on peut déjà l'affirmer dès aujourd'hui. Et c'est pas une tare, on peut le dire de plein d'équipes. Il y a sans doute 20 équipes pour lesquelles on peut faire le même statement. Mais à un moment, Kat, faut joindre les actes à la parole. Et on parlait de Trae Young potentiellement transféré. Mais tu vois, à la limite, les Hawks, ok, ils ont Dejounte Murray, mais ils n'ont pas un franchise player de rechange, quoi. S'ils transfèrent Trae Young, ils n'ont pas leur mec autour de qui construire le projet demain. Les Timberwolves, ils l'ont. Eux, ils peuvent. Non seulement ils l'ont, mais ils ont même déjà un autre pivot All-Star. Ils ont Rudy Gobert. Donc tu vois, lui, pour le coup, il a perdu son statut de franchise player. Il est moqué. Bon, il est moqué. Ça, à la limite, c'est une question de perception. Ça ne concerne pas tout le monde. Je pense qu'il s'en fout. Mais il y a quand même... à un moment, tu n'as pas envie de juste l'entendre parler et tu as envie de voir un joueur qui enchaîne les matchs et qui est capable d'être dominant. Ça a quand même, lui aussi, quand il arrive en NBA, en 2015, premier choix de draft, il est quand même présenté comme un joueur générationnel. Alors peut-être qu'on a le mot un peu trop facile, mais offensivement parlant, c'était présenté comme le pivot qui peut dominer la ligue et qui va révolutionner la ligue. On dirait que tu vois, lui, il a pris ce qui se disait en 2015 et il continue de l'appliquer aujourd'hui. Et on va me remercier de révolutionner le jeu, sauf que ça ne s'est pas passé, justement.
On l'attend encore, cette révolution. On attend, surtout dans cette ligue où on voit que c'est de plus en plus dur de faire tourner son équipe autour d'un pivot, même si Jokic vient d'être sacré avec les Nuggets. Jokic étant sans doute l'exception qui confirme la règle. Kat, il peut pas... Tu peux pas construire le jeu autour de 4, c'est pas possible. Il a pas de vision sur prise à 2. Il était quand même en NBA depuis 2015. Il y a des lacunes défensives. Enfin, il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de trucs où tu te dis, mais quand est-ce qu'il va passer ce cap? Ouais, c'est ça. Mais moi, le vrai problème avec 4 aussi, c'est sur les performances en playoff. Je reviens dessus parce que il y a tellement d'errements défensifs en partie, hein, où tu as l'impression qu'il joue à l'envers, qu'il est dans un rythme totalement différent des autres. Et parfois, ça peut s'expliquer quand tu as eu une saison où tu as été blessé, quand tu as eu les problèmes personnels qu'il a connus. Je veux dire, il y a plein de très bonnes raisons d'avoir des difficultés dans ton métier. Mais je trouve qu'il n'est pas franchise player en playoff. Il y a des joueurs dont les équipes se font éliminer nettement, hein, et qui arrivent à quand même être à peu près à la hauteur à être des franchise players. Là, pour l'instant, je le vois pas. Et le fait qu'il fasse ces déclarations-là derrière, comme tu le dis, c'est un peu désespérant, quoi. Donc, alors la chance pour les Wolves, c'est qu'effectivement, il y a Anthony Edwards et que si il s'avère que les deux sont incompatibles, je pense que le choix sera très très vite fait et Kat sera transféré quelque part avec un salaire gigantesque aussi. Faut pas l'oublier. Donc, c'est pas si simple que ça à trader, mais il a encore une cote, donc ça devrait aller. Après, moi, on le critique beaucoup. Mais moi, je veux dire, j'attends qu'une chose, c'est qu'il joigne les actes aux paroles, qu'il fasse une saison comme l'a souhaité Anthony Edwards dans une interview récemment. Il a dit, moi, je veux voir un 4 MVP. Donc, moi, je veux voir un 4 en saison régulière, peut-être pas MVP, parce que pour ça, il faudrait que Minnesota... On se comprend, que Minnesota soit très, très performant. Et après, qu'en play-off, on se dise, ah ouais, non, mais lui, ça va être une vraie galère pour les défenses adverses. Il va finir avec 20 points, 20 rebonds. C'est une galère, et puis que défensivement qu'il soit pas pénalisant, alors que là, malheureusement, sur les dernières fois, alors que c'était pas un handicap qui avait été repéré immédiatement chez lui, hein, mais il est souvent à contre-temps et les décisions qu'il prend sont pas bonnes. Donc, mais même en attaque, c'est ça le pire. Je me permets, même en attaque. En attaque. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs sur lesquels, comme tu as dit, il joue à l'envers. C'est-à-dire que même si c'est un très bon joueur offensivement, des fois, il y a pas cette compréhension. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qu'il ne capte pas. Il n'y a pas longtemps, c'est fou d'ailleurs que ça te dise, il n'y a pas longtemps, ça devait faire au moins 4 ans qu'il était dans la ligue, voire 5, il reconnaissait « Ah, je jouais trop pour mes stats ». Qu'il ait mis 4 ou 5 ans à s'en rendre compte, c'est quand même assez fou. Ouais. C'est quand même... Et je pense qu'aujourd'hui, il joue encore toujours un peu pour ses stats. Donc, tu vois, il y a des trucs qui captent à l'envers, de faire des stats pour être perçu comme une star, faire des stats pour faire gagner. Tu vois, il y a des mecs, il y a des joueurs, et ça s'applique à tous les niveaux, hein, pas qu'en pro, c'est vraiment même en amateur, en NBA. Il y a des mecs qui sont persuadés que si tu marques, ça veut dire que tu fais gagner. Ou si tu prends des rebonds, c'est que tu fais gagner. Mais c'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est pas aussi évident que ça. Oui, on pourrait dire prendre des rebonds, c'est une action importante, donc ça fait gagner. Mais il y a tout un truc qui va avec, toute une manière de faire. J'ai l'impression que Kat, c'est des trucs qu'il pige pas, et même dans son leadership, en fait. Des fois, j'ai l'impression qu'il essaye de se convaincre qu'il est un leader. On l'a déjà dit dans des vidéos, donc on va se répéter un peu, mais les fois où il y a son micro qui est ouvert quand ils mettent un micro sur les joueurs NBA, les fois où tu entends 4, c'est pathétique en fait. Tu sens ça tout sonne faux, et c'est vraiment pas de l'acharnement ce que je dis là. Il y a le truc de se dire allez les gars, je sais qu'allez les gars c'est une phrase pour encourager, mais il y a des moments pour le faire, tu vois. Je sais pas si t'imagines 9 mecs frustrés et tu lâches un allez les gars, ton allez les gars, t'aurais pu dire n'importe quelle phrase, tu vois, ça n'a aucun impact. Et lui, j'ai l'impression que chaque phrase qui sort, que ce soit devant un micro ou pas, il n'y a pas d'impact en fait. Et son jeu, pour moi, il va très bien avec ça. Je sais que je définis peut-être pas assez bien tout ce que j'essaye d'exprimer là à travers cette idée, mais j'ai l'impression qu'il y a du plat, quoi. Ses stats, pour moi, elles sont un peu vides. Il n'y a pas un impact. C'est pas un joueur qui a un impact. Après, ça peut changer, hein. Ça peut changer. On disait, et surtout, les perceptions, elles peuvent changer. Je me souviens qu'on disait ça par moment de Devin Booker. Et puis, évidemment, quand les Suns se sont mis à gagner, et voilà, je pense que Devin Booker, il a eu la chance. Parce qu'il a changé. Parce qu'il a changé. L'exemple est très bon parce que c'était un joueur qui faisait des cartons offensifs dans une équipe médiocre. On le voyait pas du tout comme un franchise player parce qu'il semblait pas avoir ce leadership-là. Et après, sur le terrain, il faut observer. C'est vraiment pendant les matchs. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu regardes juste les highlights des joueurs, tu peux pas
Tu peux pas te dire ouais, il a vraiment changé, il a une autre approche et tout, mais ça s'est vu sur plein de trucs avec Booker. Ouais, dans l'attitude en défense. Il avait des défauts, mais dans les efforts qu'il fait, la manière dont il interagit avec les joueurs. Alors, encore une fois, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, dans la vie de l'équipe et tout ça, mais c'est suffisamment documenté et il y a suffisamment de signaux pendant les matchs pour qu'on se fasse au moins une opinion là-dessus, quoi. Et pour Booker, c'était évident. Donc, et pour Towns, on attend ça. Là, pour revenir à la thématique, on attend qu'il fasse une saison de calibre donc All-Star, évidemment. MVP, je sais pas, Edwards voit peut-être un peu ça trop beau, mais au moins d'un joueur qui fait gagner son équipe. Et les Wolves, sur le papier, ils ont quand même pas la pire équipe de l'Ouest et ils doivent théoriquement être au moins à la lutte pour une place en play-off. Et on veut que ce soit un des fers de lance de l'équipe. Et surtout après, si play-off il y a, si play-in ou play-off il y a, qu'il soit le joueur dominant qu'il est censé pouvoir être avec ce qu'il a, le talent qu'il a dans les pattes, quoi. Un joueur consistant, en fait, même déjà. Ouais. Consistant déjà. S'il est déjà consistant, en fait, c'est déjà une victoire. S'il arrive à être consistant, je pense que par définition, il deviendra dominant. Mais déjà, ne serait-ce que consistant, ça serait... Mais bon, s'il continue à passer son temps loin derrière l'arc, parce que bon, après, on va peut-être pas faire des tonnes sur les Timberwolves, mais le fait que maintenant il y ait Rudy Gobert, les deux vont devoir apprendre à jouer ensemble. Ouais. Je pense que on l'a déjà vu en fin de saison dernière et je pense qu'on le verra encore. Ça veut dire énormément où Kat joue loin du cercle. Alors lui, il aime bien le faire, il sait le faire, mais je trouve que c'est dommage en fait. Ça reste un mec qui est fort, qui est puissant, qui est grand, qui est intéressant près du panier. Et j'ai l'impression qu'on va encore le voir artiller. Il y aura des matchs à 5 sur 19. Tu te dis, un 4 qui finit à 5 sur 19, c'est tâche, quoi. Ça pique. Enfin bref, on verra ce que ça donne. Hein. On verra pour lui. On peut enchaîner avec un autre joueur qui parfois peut dérouter dans ce qu'il dit, tout en étant doté d'un talent brut exceptionnel. On peut peut-être parler de Kyrie Irving. Ah oui. Kyrie Irving qui a donc signé cette prolongation avec les Mavs. Donc les Mavs lui font confiance. Il a l'air de vouloir alors, est-ce qu'ils lui font confiance ou est-ce qu'ils n'ont pas eu le choix? Tu veux mon avis, ils n'ont pas eu le choix, mais j'ai assez suffisamment critiqué son arrivée. Mais bon, par contre, même si j'ai critiqué son arrivée, ou en tout cas le trade qui a permis son arrivée, ce qu'ils ont perdu à ce moment-là, je suis assez d'accord finalement pour dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix par rapport au risque pris à la base. Donc, alors, il entre dans la thématique et dans la catégorie parce que maintenant qu'une équipe lui fait vraiment confiance, lui a donné l'argent et le rôle qu'il attendait, visiblement. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus tellement le droit à l'erreur. Bon, sur le terrain, sur ce qu'il a fait avec les Mavs avant qu'il y ait ce tanking éhonté en fin de saison, il était plutôt solide. Hein. C'était du Kyrie de bonne facture, on va dire. Ouais. Mais donc, sur le terrain, on attend quand même de voir si ça peut se matérialiser autrement que juste par du spectacle, des stats sympas. Et un peu, moi j'ai envie de voir un peu plus que ça sur le terrain. Je veux que ça fonctionne bien avec Doncic. Je veux qu'autour l'équipe marche bien sans que ce soit juste dépendant de son scoring. Mais c'est aussi et surtout en dehors du terrain où je l'attends au tournant. Je l'attends et en même temps je l'attends pas. C'est-à-dire que je veux surtout ne pas l'entendre. je veux l'entendre parler de... Enfin, si, il peut parler d'autre chose que du basket. Je veux surtout pas dire qu'il n'a pas le droit de parler d'autre chose que du basket, mais on a envie de le voir dans une bonne disposition. Retrouver Non, mais je me suis entendu parler et je me suis détesté à l'instant même. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je veux l'entendre, peu importe le sujet, mais je veux qu'il soit dans de bonnes dispositions, qu'on sente qu'il n'est pas perdu, qu'il n'est pas juste dans une forme de provocation ou de paranoïa. Tu vois, je veux que ça se... Je veux retrouver le Kyrie des premières années, en fait, de son début de carrière. J'adorais ce mec-là et il parlait pas que de basket. Il était un peu... On va pas rentrer dans le truc de la politique, de tout ce qui est autour, de tous les soucis qu'il a eu, mais je veux voir un Kyrie, bon esprit et qui a l'air épanoui, en fait. Et quand il est épanoui en dehors, sur le terrain, c'est un phénomène. De toute façon, il y a rien à dire. Mais sur le terrain, les Mavs, ils ont besoin que Kyrie soit à la hauteur de l'investissement qu'ils ont fait et de la confiance qu'ils lui ont accordée, parce qu'ils sont en danger finalement. Ils ont Luka Doncic, il est sous contrat, mais il n'est pas sous contrat à 50 ans. Pour l'instant, il n'a pas manifesté vraiment de mécontentement, mais ça ne devrait pas trop tarder si les résultats ne viennent pas. Donc Kyrie, il a un rôle important, et la saison qu'il va faire là, elle est très importante, je pense. Non, c'est peut-être sa dernière chance. Enfin, peut-être pas la dernière, mais tu vois, façon de parler, c'est peut-être sa dernière chance de montrer qu'il peut être une star intéressante dans une équipe qui joue le titre. Parce que sinon, derrière, je vois
pas trop qui va lui donner cette opportunité. J'ai l'impression qu'il n'y en avait presque plus, même les Lakers. Je pense que les Lakers, si vraiment ils avaient voulu, il y a des moments où ils auraient pu faire Kyrie, que ce soit en cours de saison dernière, l'été d'avant ou cet été-là. Et je pense qu'il y a eu des moments où c'était possible. Le fait qu'ils ne l'ont pas fait. Ils se sont quand même ménagé ils se sont ménagé une petite porte de sortie pour Kyrie, je pense, enfin une petite opportunité avec D'Angelo Russell plus Hachimura, tu peux faire, ça correspond pile poil, tu vois. À niveau salaire, je pense que enfin après c'est peut-être juste, mais je pense que c'est pas exclure. Il y a un scénario où ça peut encore se faire, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas. C'est peut-être l'ultime recours de Rob Pelinka si ça tourne mal. En tout cas, je pense que voilà, Kyrie, c'est le moment de montrer que. Moi qui parle, à la limite, je vais te dire, moi, il peut parler. Moi personnellement, bon, après, évidemment, du moment que ça ne touche pas la sensibilité des autres. C'est ça le problème. Après, c'est qu'il y a évidemment une limite, mais honnêtement, qu'il parle de ce qu'il veut. Bon, je m'en fiche un peu. Par contre, est-ce qu'il peut être fiable? Est-ce qu'aujourd'hui, Kyrie Irving, il peut être fiable? Il y a eu un CQFR, l'autre fois, on disait que Kawhi Leonard, il a joué 15 matchs de suite. Genre, c'est arrivé 3 fois au cours des 7 dernières années. Tu te dis à un moment, statistiquement, il y a peu de chances que le gars il joue 15 matchs de suite en play-off. À Kyrie, c'est un peu la même chose. Entre les blessures, les pétages de plomb, les éventuelles suspensions par rapport à ce qu'il peut dire, ou juste à nouveau les pétages de plomb, je réinsiste là-dessus, c'est quand même un mec qui un jour a décidé de ne pas jouer parce qu'il était affecté par ce qui se passait. Je comprends qu'il soit affecté par la situation qu'il a pu avoir aux États-Unis. C'était après les trucs au Capitole, donc c'était quand même quelque chose d'important. Mais enfin, je sais pas, t'imagines un mec qui demain il dit non, je veux pas au boulot là, je suis affecté par ce qui se passe. Bon, c'est quand même très moyen, tu vois. Mais surtout, le fait que ça en dit long sur ce qui est pas capable de faire Kyrie, c'est-à-dire tout en fait. À tout moment, tu sais pas, tu vois. Un mec qui à un moment a disparu, il est allé à l'anniversaire de sa sœur. Enfin bref, et c'est surtout sur ça où je me dis, est-ce que Kyrie, maintenant qu'il a signé son contrat, tu vois, je sais plus, il y avait un dirigeant qui avait dit ouais, Kyrie il va se tenir à carreau sur son premier passage aux Mavs jusqu'à ce qu'il signe son contrat. C'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est tenu à carreau, Kyrie, depuis qu'il est arrivé à Dallas. Tout le monde a souligné dans le vestiaire son leadership. Sur le terrain, il a été fort. Alors, les Mavs ont été cata. Faut pas oublier, d'ailleurs. Les Mavs ont été cata. Ils étaient 4e avant ce trade. Ils sont quand même pas fait les playoffs. Ils ont fini 11e. Donc oui, il a été bon, mais en attendant, bon, ça n'a pas marché non plus, tu vois. Donc, au-delà de tout sur le terrain, c'est est-ce que en fait aujourd'hui tu peux te dire que c'est un mec fiable que tu as envie d'avoir dans ton équipe? Parce qu'en fait sur le talent, que Kyrie Irving soit un des... Je vois souvent même des joueurs pros dire ouais, vous respectez pas Kyrie Irving, mais tout le monde est conscient qu'il est très fort en fait au niveau du basket. Le problème il est pas là, c'est qu'à un moment tu joues pas juste un match, tu joues une saison et ensuite tu gagnes au minimum. Il te faut jouer au minimum 16 matchs de playoffs si tu veux être champion. Et les Mavericks ils cherchent à être champion. Est-ce que Kyrie Irving, il peut être là plus de 65 matchs dans une saison? Ça me paraît très peu probable. Est-ce qu'il peut jouer 16 matchs de playoff sans péter un câble? On ne sait pas. En jouant sans se blesser, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. La fois où c'est arrivé, c'est en 2016 et les Cavs, ils finissent champions. Ouais, mais il y avait LeBron James, quoi. Et c'était pas le même Kyrie. Et c'est un Kyrie plus vieux qui a regardé plus de vidéos YouTube. Non mais c'est vrai, il y a eu le Covid, tu vois, il y a eu le confinement, tu sais, ça a laissé des traces sur tout le monde, sur n'importe quel être humain, tu vois, et lui ça s'est senti les traces, tu vois. Et je me dis, les Mavs ont fait un gros pari, on l'a dit plusieurs fois, et je suis pas sûr que ce gars peut être fiable. Enfin même c'est même pas, je suis pas sûr, moi j'arrive plus à me dire que ce gars peut être fiable, quoi. Et est-ce que sportivement, parce qu'il y a cette question-là aussi, parce que moi j'ai aucun doute qu'individuellement, il va faire des trucs. Moi le premier, je vais décoller du canapé en disant mais comment est-ce qu'il a réussi à rentrer ce shoot ou à finir avec cet angle-là près du panier. Enfin, c'est un joueur on adore le voir jouer, c'est sublime, ça confère au sublime quand il joue au basket, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que sportivement, dans une équipe qui a... Alors ils ont essayé de faire des choses, les Mavs, mais ils ont perdu de la défense lorsque lui est arrivé. Est-ce que sportivement, avec Doncic, est-ce que c'est compatible? Il y a aussi ça, il faut se poser la question. On verra en théorie. Tu disais que la dernière fois qu'il a été fiable et bon, c'était avec LeBron. Doncic, et parfois il est comparé à LeBron. Il a quelques côtés LeBron. Pas pour tout. Au niveau des qualités athlétiques, tout ça, c'est différent. Il a d'autres caractéristiques qui lui sont propres. Mais moi, c'est juste déjà le fit sportif. Donc je l'attends sur plein de choses. Je trouve qu'il doit prouver... Alors hors terrain, entre guillemets, moi je suis un peu plus exigeant peut-être, même si ça
c'est une question de sensibilité peut-être, mais j'attends à ce que ça se passe bien en dehors du terrain et je m'attends à ce que je l'attends sur le côté. Est-ce que sportivement tu peux faire les choses qu'il faut faire pour que ça marche avec Doncic et que les Mavs soient compétitifs au point où c'est une des places fortes de l'Ouest, quoi. Donc ça, bon, on verra. C'est un joueur de toute façon qui va continuer de faire parler. J'ai aucun doute là-dessus. Hein. Surtout l'ironie en fait, c'est que même s'ils sont forts, ils n'ont pas juste besoin d'être forts si vraiment ils veulent remplir leurs objectifs. C'est quand même une équipe qui, sans Kyrie, a fait finale de conférence l'année d'avant. Là, en fait, Kyrie et Doncic, ça peut marcher suffisamment pour être fort. Je sais pas, imaginons gagner 50 matchs et aller au second tour. Mais est-ce que si tu vas 2 années de suite au second tour en gagnant 50 matchs, est-ce que Doncic, il est content? Tu vois, Doncic, il n'est pas là pour ça. Je veux dire, lui, il aspire à très haut. C'est un mec c'est déjà un des 7 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est un gars qui a le potentiel pour être un des 15 meilleurs joueurs de tous les temps à la fin de sa carrière, peut-être le meilleur joueur européen de tous les temps à la fin de sa carrière. Il a besoin de bagues, il a besoin de trophées, il n'a pas besoin de faire des seconds tours de play-off. Est-ce que leur association elle est vraiment assez forte pour aller jouer le titre? Ça, par contre, j'en suis pas sûr, tu vois. Ouais. Enfin, je pense pas même. On verra. Ouais. Souvent dans la conclusion, ça sera sans doute on verra. On aura le temps de faire des focus sur les Mavs avant la saison et pendant la saison parce que je pense que ce sera une équipe qui va encore faire parler. Dans les autres joueurs un peu majeurs de la ligue qui seront observés, je pense que dans notre liste, on ne pouvait pas ne pas mettre Zion Williamson. Oui. Est-ce qu'on est déjà sûr de la dernière chance avant que les Pelicans s'arrêtent les frais? Lui c'est pareil, il y a la fiabilité physique du coup, c'est un peu de son fait parce qu'on sait qu'il y a des questions d'hygiène de vie, alimentaire et tout ça, on va pas revenir, on a déjà beaucoup parlé du poids et de la question du poids en NBA. Zion est évidemment directement concerné, il a l'air de vouloir faire quelque chose à ce sujet, d'essayer progressivement de trouver la condition physique et le poids de forme qui doivent être les meilleurs pour lui, mais voilà, sportivement c'est important qu'il soit là, parce que on l'a déjà dit, la NBA se porte mieux quand il y a un Zion qui est là avec son style de jeu et ce qu'il amène, mais voilà, les Pelicans sont, je pense, besoin de lui pour être l'équipe qu'ils doivent être. Je l'ai redit la dernière fois, mais moi j'avais écrit un article sur pourquoi est-ce que c'était des contenders à l'Ouest, et puis juste après Zion s'est blessé et c'est parti en vrille. Mais là, pour moi, il doit rappeler que lorsqu'il est apte, et donc il doit être apte, hein, c'est pas juste 15 matchs, c'est une saison quasi entière. Alors je lui demande pas de faire 82 matchs, hein, mais ça veut dire s'il en fait 70, ce sera déjà super. Mais il doit rappeler que lorsqu'il est apte, il n'y a personne en NBA qui peut le freiner et il n'y a personne qui peut l'empêcher de faire des Pelicans un gros outsider à l'Ouest. Lui, je pense que maintenant, comme tu as dit, faut prouver qu'il est capable d'être en bonne santé. C'est même plus une histoire de terrain pour moi, parce que il a été un bulldozer à chaque fois qu'il a réussi à se frayer un chemin jusque sur le parquet. Le problème, c'est que voilà, il a joué. Alors, je suis désolé, j'ai plus le nombre de matchs sous les yeux, mais il a joué combien de matchs en 3 ans, quoi, Zion? En 4 ans. 4 ans, ça fait 4 ans qu'il est en NBA, Zion, si je dis pas de bêtises. Et après, bon, il y a eu des exemples hein, comme ça. Un Joel Embiid avait joué au final, je crois, encore moins de matchs que lui. Embiid qui avait fait 2 saisons blanches. Il a 114 matchs en 4 ans. C'est ça, 114 matchs en 4 ans. Et alors, les stats sont magnifiques. 25,8 points, 7 rebonds, 3,6 passes. Tu sens que c'est un candidat au MVP quand il est là. Sachant qu'en plus, c'est un mec qui fait gagner son équipe, lui, pour le coup. Les Pélicans ont des bons résultats quand Zion est là. Mais faut être capable que le corps tienne le choc. Il a eu une intersaison qui était un peu difficile avec toutes les histoires. Lui, il a gros à prouver, lui. Mais parmi les mecs qu'on a cités, tu vois, il y en a pour qui j'ai de l'espoir, d'autres moins. Lui, ça fait partie des joueurs auxquels je crois, moi. Je pense que j'ai envie d'y croire surtout. J'ai envie d'y croire, mais d'un côté, quand c'est récurrent, quand les blessures reviennent non-stop, que tu sais qu'il y a... Alors, les soucis de santé mentale, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui en ont. Il y en a qui ne le disent pas, il y en a qui en parlent plus ou moins, il y en a qui se sont soignés, d'autres qui ne se sont pas soignés. Lui, on sait que c'est pas simple et que c'est aussi lié au fait qu'il ne puisse pas jouer. Il l'a dit, hein, quand il ne peut pas jouer, c'est le premier affecté. Il mange. Et voilà, il y a de ça, hein, très certainement, mais... Moi, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai envie d'être optimiste comme toi et de me dire que ça va marcher, mais par contre, je l'attends clairement au tournant, comme beaucoup de gens l'attendent au tournant. Il avait signé son contrat avec son extension, avec le salaire qui était aussi en partie lié au nombre de matchs qu'il serait capable de faire, à sa condition physique, tout ça.
Je pense que même les Pelicans l'attendent au tournant pour le coup. Il y a tout le monde qui l'attend, les adversaires l'attendent. Lui-même, je pense qu'il va se mettre une pression importante. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de le voir apte et capable d'enchaîner les matchs, quoi. Il y a une espèce de cercle vicieux qui doit être capable de briser. C'est je joue pas, je suis déprimé, je mange, je prends du poids, je veux revenir vite, je pratique des séances intenses pour revenir le plus vite possible, mais sur plus de poids, donc je me reblesse, je blesse mes articulations, je reviens pas, frustration, etc., etc. Ouais. Ou alors je m'impose des espèces de pertes de poids drastiques d'un coup soudaines qui sont pas bonnes, pareil, qui se combinent pas bien avec l'entraînement, etc. Il faut essayer de briser ce cercle. Moi, ce qui me fait peur, à la limite, c'est de me dire que le déclic, il l'aura que en changeant d'équipe. J'espère que c'est possible au final qu'il ait ce déclic sans être obligé de passer par un transfert. Voilà, ça serait bien que les Pélicans puissent être, comme tu l'as dit, à la hauteur des attentes. C'est une équipe quand même excitante, intéressante, avec un roster assez profond. C'est une équipe qu'on a envie de voir jouer, et on a envie de les voir jouer, notamment parce qu'il y a Zion, et quand Zion est là, donc voilà, faut qu'ils tiennent le choc. Un joueur qui a pas eu les mêmes attentes que Zion quand il a commencé sa carrière, mais qui du coup est quand même dans cette thématique parce qu'il a signé un contrat important cet été, qu'il est considéré comme un joueur très important d'une des franchises les plus médiatisées et médiatiques de toute la NBA. On pourrait parler un peu d'Austin Reeves. Et ouais, je pense qu'on est obligé de le mettre dans la liste. Lui, pour le coup, il va avoir de la pression, quoi. Il y a un espèce de statut, il y a eu une espèce de statut de coqueluche. T'as ceux qui pensent aussi qu'il est surestimé, d'ailleurs. C'est marrant, il divise. Pendant un moment, moi, je le trouvais sous-estimé. Ouais. Et dans le même temps, j'ai l'impression qu'il y avait des fans qui, justement, le trouvaient surestimé. Mais j'ai trouvé qu'en playoff, c'était l'un des joueurs les plus importants des Lakers. Évidemment, était Anthony Davis et LeBron James, mais derrière, c'était lui le troisième homme, quoi, clairement. La vraie question, c'est que il a montré que c'était un très bon joueur NBA déjà. Ça, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Il a eu le côté un peu chouchou. Au début, ils se sont dit « Ah, on a un nouveau Caruso, un mec qui fait des efforts, qui est capable de faire 2-3 actions spectaculaires. » Sauf que c'est un peu plus que ça. C'est pas le même genre que Caruso déjà. Et ça a coïncidé, sa montée en puissance a coïncidé avec des bons résultats aussi. LeBron qui l'a un peu pris sous son aile. Il y a plein de choses qui font qu'avec l'appareil médiatique de Los Angeles, ça l'a monté en termes de popularité, et plutôt à juste titre, parce que moi j'étais de l'avis avant qu'il y ait les playoffs, je me disais bon oui ok il est sympa, mais est-ce qu'il profite pas d'un contexte, est-ce qu'il s'est pas engouffré dans un contexte et il va avoir du mal à reproduire tout ça. Et en playoffs je l'ai trouvé d'un sang-froid, d'une maturité. Alors c'est pas un genou hein, il a 25 ans, 26 ans, mais pour un mec qui avait si peu d'expérience du haut niveau, je l'ai trouvé d'un sang-froid létal. Il prenait les choses en main en fin de match, il prenait plus de tirs compliqués, plus de tirs dans les moments chauds parfois que LeBron et Anthony Davis, et il avait pas peur, et il a aussi a raison côté, d'ailleurs. C'est souvent lui qui faisait la différence à la fin, en fait. On disait même parfois qu'il en prenait peut-être pas assez, c'est ça le pire. Et alors là où on l'attend, et où tout le monde l'attend, je pense, c'est que alors le contrat qu'il a signé, il est bon pour un joueur qui a ce cursus-là. Je pense que personne s'attendait à ce qu'il signe ça. Mais il se disait aussi que les Lakers seraient prêts à s'aligner sur presque tout, même si c'était des contrats à 100 millions. Donc là, maintenant, il va falloir montrer que c'est pas juste une one season wonder, comme ils disent, où c'est fabuleux pendant une saison et après c'est compliqué. Type, j'allais dire Jeremy Lin, c'est pas exactement pareil, mais tu vois, en termes d'impact médiatique, il y a un côté coqueluche locale. À Los Angeles, tout le monde adore Austin Reeves. Il est en sélection américaine, même si c'est une équipe bis, c'est quand même c'est pas rien. Donc maintenant, il va falloir montrer que c'est vraiment le troisième meilleur joueur de l'équipe, quoi. C'est la confirmation. On sait que c'est toujours plus dur de confirmer que de se révéler, au final. Ouais, et le plus dur, franchement, je pense que le plus dur commence, parce que l'effet de surprise fonctionnera plus. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des équipes qui, inconsciemment ou pas, ils se sont dit bon, il y a déjà LeBron, Davis, D'Angelo Russell et compagnie, on va pas. C'est pas lui qui va nous tuer, quoi. Sauf qu'il a joué à un niveau qui était assez proche de celui d'un All-Star, derrière les deux moteurs de l'équipe. Et là, il va être, avec le salaire qu'il a et toutes les attentes qu'il y a autour de lui, il est obligatoirement dans la liste pour pas. Faudrait pas que ça devienne un énième joueur surpayé à cause d'une bonne saison et qu'après on se dise son contrat il est chaud quand même, hein. Non, c'est clair. De toute façon, c'est le plus dur commence, je suis d'accord avec toi. L'avantage pour les Lakers, c'est qu'il y a
il y a toujours D'Angelo Russell, il y a Gabe Vincent qui est arrivé, donc il y a des espèces d'options capables de prendre le relais. Mais je pense que pour que Los Angeles, de toute façon, aille au bout, il faut que Austin Reeves y confirme, même peut-être qu'il passe un petit cap. C'est-à-dire que c'est pas juste confirmé, mais se rapprocher encore plus du niveau All-Star, du niveau 3e star de cette équipe. Et là, on pourrait avoir une équipe des Lakers vraiment dangereuse. Donc oui, il y aura de la pression. De toute façon, il y a de la pression sur les Lakers. Quoi qu'il arrive, il y a la pression sur les équipes de LeBron. Quoi qu'il arrive, tu mets les deux ensemble, tu as un joueur qui est populaire, il y aura de la pression sur ses épaules. Et si mauvaise performance il va vite se retrouver dans l'œil des médias, etc., des fans, de Twitter, tout le machin habituel. Donc lui, pour le coup, oui, je suis d'accord, ça va être un joueur attendu cette saison. Sur le parcours des Lakers et d'Austin Reeves l'année dernière, il y a une équipe que moi j'espérais aller voir, que j'espérais voir jusqu'en finale, les Memphis Grizzlies, avec l'ami Dillon Brooks, qui depuis n'a pas été conservé par les Grizzlies et qui a été un des free agents qui a un peu animé ce marché de la free agency. Et il se trouve que Dillon Brooks a signé aux Houston Rockets pour 80 millions de dollars. 80 millions, il a pris. Voilà, donc ta réaction en dit assez long sur le fait que ça étonne beaucoup de monde parce que pour le grand public notamment, ceux qui n'ont pas toujours regardé les matchs et qui se sont contentés des facéties de Dillon Brooks qui aimait provoquer dans les médias, sur le terrain, c'était beaucoup d'argent. Donc maintenant, la question c'est est-ce que Dillon Brooks mérite cet investissement ? Là-dessus, il est attendu au tournant, sur cet investissement que les Rockets ont fait de lui. Et est-ce que c'est vraiment un suffisamment bon joueur de basket pour justifier les 80 millions et qu'on voit que qu'il est capable peut-être de... Alors changer la culture de l'équipe, c'est peut-être un peu fort, mais je pense qu'ils l'ont aussi pris pour ça. Est-ce que Dillon Brooks... guerrier ou... Ouais, toi t'es où sur le spectre Dillon Brooks, vu que on s'est beaucoup chamaillé sur les Grizzlies cette saison, sur le spectre Dillon Brooks? J'avoue que c'est un joueur qui m'enchante pas des masses et les Rockets c'est en plus pour le coup une franchise qui m'enchante pas des masses non plus. Tu mets les deux ensemble, bon. Maintenant, il y a un truc chez lui, c'est que ses années de contrat elles sont pas complètement garanties par contre. Ouais. Donc lui, il a quand même intérêt à prouver qu'il peut vraiment apporter à cette équipe parce qu'il a besoin d'aller chercher son argent, tout simplement. Là où je suis sur le spectre Dillon Brooks, après, je pense que c'est pas un mauvais joueur. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon joueur. Je sais que pas presque, mais je sais pas quoi penser de ce mec. J'aimerais bien qu'il arrête. Bon, après, c'est facile de dire j'aimerais bien qu'il arrête le cinéma, mais d'un autre côté, on se plaint aussi quand la ligue est aseptisée, donc c'est toujours intéressant d'avoir des personnalités comme la sienne. Ça fait parler, ça crée quelque chose. Mais il y a un truc, c'est que les Rockets ont fait un recrutement pour viser on va dire le play-in. Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Je pense que l'objectif, c'est de se dire, ok, on se met pas trop de pression sur les playoffs, mais si on pouvait quand même essayer d'être compétitif. Et pour vraiment atteindre ce niveau dans une conférence Ouest qui est très très chargée, il va falloir que Dillon Brooks, il se comporte justement pas seulement comme un aboyeur, mais aussi comme un très fort défenseur et comme un joueur qui est capable de mettre des tirs, qui est capable de mettre des points, de prendre des rebonds, chose qu'il a déjà fait en NBA. Donc à lui de prouver que c'est un vétéran, c'est un vrai vétéran, c'est pas juste un clown et qu'il a quelque chose à apporter dans cette ligue. Son contrat tend à aller dans le sens, dans le même sens que de la vision qu'il a de lui-même. Donc autant qu'il confirme, qu'il le prouve. Moi je comprends totalement ce point de vue. Je vais pas dire le contraire. Moi, j'étais plutôt partisan de dire que chez ces Grizzlies-là, c'était peut-être le joueur qu'il fallait trader. Alors, il n'y a pas eu besoin de le trader, il était en fin de contrat. Mais, parce que moi aussi, je n'étais pas ultra fan du côté provoque qu'il apportait. Par contre, je trouve, moi, que c'est un très bon joueur de basket. C'est-à-dire que ce que je vois de lui, c'est en tout cas sur ce qu'il est capable de faire, pas sur ce qu'il a fait. Parce qu'on a bien vu, il prétendait pouvoir stopper un tel, LeBron... et scorer en même temps. Enfin, il a galéré surtout à tout point de vue là, dans ces playoffs-là. Il n'a pas montré ce que je suis en train de dire. Par contre, pour avoir suivi les Grizzlies pas mal de fois ces dernières années, je trouve que c'est un mec qui est capable d'être à 17-18 points de moyenne sur une saison, donc c'est pas un peintre offensivement. Et en défense, il est capable d'être vraiment très très bon. Pour le coup, alors il y a sur l'impact psychologique, parce qu'il va essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire, il a des arguments à faire valoir sur l'intelligence de jeu en défense aussi. Mais moi, là où je l'attends et où je pense que les gens l'attendent, c'est que je pense qu'il y a un monde où il peut justifier cet argent, où on peut se dire, bon,
Effectivement, Dillon Brooks, c'est un two-way player. Il n'y en a pas 58 comme lui en NBA. Un mec est capable d'être autour des 20 points de moyenne tout en défendant fort et en faisant progresser de manière significative une équipe qui était dans les bas-fonds l'année dernière. Donc moi, je l'attends là. Et les gens l'attendent. Je pense que la plupart des gens l'attendent parce qu'ils ont envie de le voir se planter. Moi, j'attends qu'il redore un peu son blason, un peu, qu'il montre que c'est un très bon joueur de basket. Voilà. Je suis peut-être avis peut-être minoritaire, mais ça se défend. Je pense qu'il peut le faire. Alors, si les Rockets s'attendent à jouer le play-in cette année, ce qui n'est pas évident quand même, parce que c'est un peu fourre-tout leur effectif, il y a du très bon et du très jeune. Il va falloir que Dillon Brooks soit un de ces joueurs majeurs. Je parlais de changement de culture, je pense que c'est possible. Voilà. On verra bien. Yes, on suivra ça, mais t'as raison, ça se défend quand même. Le gars, il n'est pas forcément non plus... je veux dire, c'est pas un peintre, quoi. Non, c'est clair. Si je ne dis pas de bêtises, il nous reste 2 joueurs à évoquer dans ceux qu'on a listés, dans les majeurs en tout cas. Est-ce qu'on parlerait pas de Victor Wembanyama? Je me demandais que justement, dans ma tête, quand tu as dit 2, j'en avais plus qu'un, j'avais oublié Victor. Ouais, clairement, Victor, hein, dès sa première saison, de toute façon, je pense qu'on a déjà eu un avant-goût de la hype très injuste de la Summer League. C'est très injuste de le mettre dans une liste comme ça parce qu'il n'a pas joué le moindre match en NBA, mais on ne peut pas dire l'intitulé, il est parfait, c'est-à-dire des choses à prouver, la pression, quel que soit le truc, quel que soit l'intitulé. Prends n'importe quel titre, ouais. Voilà, normalement, les rookies, ils ont le droit de faire des erreurs, ils ont le droit d'avoir des débuts un peu compliqués. Toutes les justifications sont bonnes. Tu l'as dit tout à l'heure, les mecs ont besoin de 2-3 ans avant de se faire un truc, mais pour Wembanyama, qui est considéré comme le plus grand prospect de tous les temps, peut-être, en tout cas l'un des plus grands prospects de tous les temps, tous les suiveurs NBA, tous les fans français, américains vont attendre un impact immédiat, quelque chose qui leur montre qu'il peut être ce joueur-là, qui peut être à la hauteur de sa hype. Et les médias aussi, les médias vont lui mettre la pression, peut-être les médias français aussi. Les médias vont parler de lui notamment. Nous y compris, on est obligé de suivre de très près parce que c'est un tel phénomène médiatique et sportif que on va attendre des choses. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas le droit au même droit à l'erreur, j'ai l'impression, que d'autres. Et j'espère pour lui qu'il saura être ce phénomène annoncé et montrer qu'il n'a pas besoin de 4 saisons NBA pour faire son trou. En fait, tu vois, il y a pas longtemps, je ne sais plus quel ancien joueur a dit ça. Les joueurs actuels, on les mesure même pas face à leur père, mais face aux gloires d'avant. C'est-à-dire qu'un LeBron James, au final, il est constamment mesuré à Michael Jordan. Ouais. Victor Wembanyama, il a pas joué 1 minute en NBA. Il est déjà comparé. Il va déjà devoir se mesurer, non pas seulement aux meilleurs joueurs de la ligue, non même encore moins à ses camarades de promotion, mais déjà, finalement, peut-être être comparé au début des plus grands joueurs d'histoire. C'est-à-dire qu'on va comparer le rookie Wembanyama au rookie LeBron. Je le sens déjà venir, tu vois, ou au rookie Tim Duncan, ou peu importe, ce qui est absolument injuste, évidemment. Mais voilà, il y a eu une telle hype. J'ai l'impression que, tu vois, les premiers choix de draft, de toute façon, il y a toujours une forme de pression, mais on est capable de comprendre qu'il y ait des rookie walls, qu'il y ait des matchs sans, etc. C'est pas une remise en question complète quand Kate Cunningham il rate un match, ou quand ou des gars comme ça, ou quand Anthony Edwards il avait commencé un peu timidement. Wembanyama, on l'a vu en Summer League, un match raté, c'était déjà un nombre d'articles. Ça sera pareil là en fait. Le premier match où il passe un peu au travers en termes d'adresse, il y aura des remises en question, il y aura des trucs. Il va vivre avec une pression énorme toute la première saison NBA, et il va devoir vite, en fait c'est ça qui est injuste, c'est qu'il va devoir vite montrer qu'il est à la hauteur des attentes qui sont de toute manière démesurées. Donc ça, ouais. C'est pour moi incontournable dans cette liste, ouais, c'est clair. Ouais, j'en vis pas cette pression, elle est quasiment inédite parce que, alors à une autre échelle, les LeBron, tous les grands prospects ont eu cette pression, mais qui était un peu différente. On parlait de souvent, mais là, c'est pas pour faire le vieux, mais avec les réseaux sociaux et l'immédiateté de l'information, le côté constant de l'information. Alors là ce qui est bien, j'avoue que c'est intéressant. Il a réussi à disparaître, Victor, comme il l'avait annoncé. En sortant de Summer League, il a dit je vais disparaître médiatiquement, vous n'allez pas trop me voir. J'avais quelques doutes parce que je me disais non mais les mecs vont aller le traquer où qu'il soit, que ce soit à San Antonio
aux Bahamas en vacances, peu importe, les mecs ils vont le suivre, quoi, et puis ils vont essayer de le voir en train de travailler. Enfin, je sais pas, on va entendre parler de lui. Au final, il a réussi à être préservé un peu de tout ça. Donc je pense que c'est aussi lié à son bon entourage. Le fait qu'il ait décliné la Coupe du Monde, je pense que, avec le recul maintenant, je pense que c'est effectivement bien parce qu'il a senti cette espèce de pression qui allait devenir toxique très rapidement avant même son premier match officiel. Je veux dire, c'était fou. Donc, ouais, il va devoir prouver qu'il est bien déjà le meilleur rookie de cette classe de draft, le meilleur prospect depuis très longtemps et un des meilleurs jeunes joueurs de l'histoire. C'est, comme on l'a dit, hein, c'est injuste, mais c'est un peu le côté Spider-Man à grand pouvoir, grande responsabilité. Mais là, la responsabilité, c'est plus l'obligation d'être performant, quoi. On verra ce qu'il en est pour Victor. Évidemment, on va pas. C'est une évidence de vous dire qu'on va le suivre de près et de plus près que d'autres. Hein, mais... On aura d'autres occasions de reparler de Victor, c'est sûr. Ouais. Pour finir, un autre joueur incontournable de la Ligue et qui n'était pas si évident que ça. Quand on a discuté, tout le monde n'était pas forcément ultra d'accord pour le mettre dedans. Mais moi j'étais pour, donc ça tombe bien. Ouais. Kevin Durant, Phoenix Suns, qui selon moi en tout cas, et je pense que tu étais d'accord aussi, fait partie des joueurs qui doivent prouver. Alors il a entre guillemets plus rien à prouver sur le plan du basket en lui-même. On sait que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, des meilleurs attaquants de tous les temps. Il a gagné des titres. Alors la manière dont il les a gagnés, certains vont la dénigrer, le fait que ce soit avec les Warriors, tout ça. Maintenant, il a des choses à prouver parce qu'il y a une nouvelle super team qui s'est formée autour de lui, à son initiative, quoi qu'il en dise, même si KD adore jouer le rôle de l'observateur attentif qui n'a pas de prise sur les événements, comme à Brooklyn. On dirait que c'est pas lui qui a choisi de jouer avec Kyrie, que c'est pas lui qui a validé Steve Nash, c'est pas lui qui a... Enfin bref. Qui a poussé pour James Harden. C'est pas lui qui a demandé son trade pour Phoenix alors qu'il avait signé un contrat long avec Brooklyn. Enfin, voilà, toutes ces choses-là font que... Pour moi, ce qui se joue, c'est... alors la legacy, elle est là. Hein. On parlera de Kevin Durant encore pendant très longtemps, il n'y a pas de souci. Mais il a encore une chance, je pense, de passer un cran au-dessus dans les tiers de légende. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, je te rejoins complètement. Et c'est presque une pression négative parce que pour moi, s'il rate, là, si ça se passe mal, si ça explose en vol à Phoenix, avec la super team qui s'est formée avec Bradley Beal et Devin Booker, ce sera impossible de ne pas l'associer à ça. On ne pourra pas dire, voilà, on sera obligé de dire il a encore essayé de s'entourer comme personne avant lui quasiment, et ça n'a encore pas marché, donc c'est forcément lui le responsable. Il a réussi à dépasser LeBron et à devenir l'homme des super teams. Tu sais, c'était LeBron ça, qui avait ça. Oui. Et en fait, il a rendu un service énorme à LeBron indirectement. C'est que quand tu te dis qu'il y a eu un Kevin Durant, le premier mec qui va venir en tête quand tu penses à super team, ça va être Kevin Durant en fait. Ça ne sera plus LeBron qui a quand même eu... LeBron qui a tenté de monter des super teams absolument partout où il est passé parce que c'était le but, c'était le truc pour gagner de toute façon. Les Celtics avaient fait ça pour le contrer, il a été obligé d'aller à Miami avec Dwayne Wade et Chris Bosh, donc c'était une réaction à ce qu'avaient déjà fait les Celtics. Puis après, quand il arrive à Cleveland, c'était quand même pas pour juste former des jeunes, quoi. Fallait qu'il y ait une équipe compétitive. À Los Angeles, il a bien vu qu'il fallait vite Anthony Davis, même si c'est pas forcément toutes des super teams. Il y a des degrés dans la super team. Hein. Ouais. Là, pour les Suns, on est sur de la super team de luxe quand même. Là. Le top 4, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant et DeAndre Ayton. Personne n'a un top 4 comme ça dans la ligue. Et puis aux Warriors et aux Nets, c'était pas mal non plus quand même. Ouais, Warriors, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Aux Nets, c'était incroyable au niveau du talent accumulé, associé ensemble. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il a des choses à prouver et je suis d'accord que c'est pas sur le terrain. C'est presque abstrait, quoi. C'est juste l'idée de se dire, maintenant, mon gars, faut gagner, quoi. Tu vois, même si tout ne dépendra pas de lui, c'est ça le plus fou. Peut-être que lui, il sera parfait sur le terrain, mais d'une manière ou d'une autre, si ça gagne pas, tu seras obligé de regarder Kevin Durant et de lui dire, t'as quand même joué avec beaucoup de mecs et t'as gagné que 2 bagues, tu vois. Ce qui est déjà beaucoup en soi, mais. Ouais, moi je suis d'accord qu'il y a une espèce de pression très différente de tous les autres mecs qu'on a cités, quoi. Ouais. Sur le plan du jeu, j'ai pas trop de. Enfin, je veux dire, Kevin Durant, c'est un mec pour le coup quand il est pas blessé, ce qui malheureusement est arrivé un peu trop fréquemment sur la deuxième partie de sa carrière, mais quand il est pas blessé, je veux dire, il est d'une fiabilité, d'une adaptabilité qui frôle la perfection. C'est un joueur absolument fantastique. Qui peut encore, à mon avis, il a encore une saison de MVP dans les pattes, hein, s'il le veut vraiment, il est capable de le faire. Je pense pas forcément que ce soit ce qu'il y a de mieux pour les Suns s'il le fait, mais parce qu'il y a Devin Booker, il faut aussi que lui-même arrive
en bonne santé, en bonne condition en play-off. Et sportivement, j'ai vraiment aucun doute, mais est-ce que tout ce qu'il y a autour, ce que tu disais, le côté abstrait, est-ce que la pression médiatique qu'il va y avoir, parce que il va encore être assailli de questions, ça va encore le saouler, il va encore peut-être se remettre dans son coin et dire que les médias, etc., mais pour sa legacy, cette saison, je pense qu'elle est très importante. Quoi qu'on pense de ce qu'elle est actuellement, moi je pense que, alors je sais pas, j'ai pas réfléchi à la chose, mais il est quand même plutôt pas trop mal placé dans le classement des meilleurs joueurs all-time, je pense. Et si on rentre dans le spécifique, poste par poste ou attaque défense, bon voilà, il est quand même très 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 haut. Mais voilà, l'image laissée, elle est très importante aussi, parce qu'on parle encore aujourd'hui de joueurs qui n'ont pas gagné de titre, mais qui ont marqué les esprits et une génération. Et s'il veut vraiment la marquer positivement, même certains diront peut-être que c'est trop tard, que le fait d'avoir choisi Phoenix après avoir choisi Brooklyn, après tout ce qu'il y a eu, certains diront que c'est peut-être trop tard. Mais moi, je pense qu'il y a encore quand même une chance pour qu'il passe quelques paliers dans ces espèces de classements qui sont très théoriques sur les meilleurs joueurs all-time, mais pour pas finir avec l'étiquette du mec qui fait des super teams et que celle-ci foire à chaque fois. Je pense que cette saison-là est très importante pour lui et ça justifie qu'il soit attendu au tournant. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas dénigrer les bagues, en fait, quelles qu'elles soient. Même celles décrochées par une super team, en fait, ça reste difficile dans tous les cas. Après, évidemment, plus tu as de talent, plus théoriquement, tu as quand même de chances de gagner. Mais on l'a bien vu, des super teams qui foirent, il y en a eu tellement que c'est quand même la preuve que c'est pas facile de les faire fonctionner. Et je pense que, tu sais, même sportivement, parce que c'est vrai, on est tous les deux d'accord sur le fait que sportivement, il n'a rien à prouver. Mais je pense que pour que les Suns gagnent, il faut que Kevin Durant il soit capable d'assumer à la fois un rôle du superstar et à la fois un rôle de role player. Ce que je veux dire par là, c'est que sans doute, c'est lui qui va devoir boucher les trous. C'est un peu bizarre. C'est un peu lui qui va devoir remplir le rôle de Chris Bosh, tout en étant sans doute le LeBron de cette équipe. Ou en étant peut-être encore le meilleur, enfin c'est peut-être Devin Booker le meilleur joueur, mais voilà, un des plus grands talents. Il va devoir avoir une espèce de double casquette qui est très rare dans une super team. C'est rare qu'un joueur soit obligé de compiler tellement de choses. Et mine de rien, ça, il doit quand même prouver. Je sais que par exemple Théo, qui est notre rédac chef, Théo n'arrive pas à imaginer Kevin Durant aujourd'hui être à la fois le mec qui comble les brèches en défense, au rebond, et tout en étant... Enfin, il ne voit pas Kevin Durant faire ça peut-être sur l'intégralité d'une saison. Je pense en tout cas que si Durant il arrive à le faire, s'il arrive vraiment à être à la fois un glue guy tout en étant le joueur immense que l'on... Mais je pense que les Suns, ils ont une vraie chance de titre. Et je dis ça, alors ça peut paraître évident de dire les Suns, ils ont une chance de titre. Bah ouais, normal, ils ont tu vois l'équipe qu'ils ont. Mais nous tous, on en a déjà parlé. Je vous invite à regarder le podcast qu'on a fait justement sur les Suns. Notre première réaction, c'était de se dire ils sont pas sûrs de gagner en fait. Tu vois, je veux dire, il y a quand même beaucoup de boulot. Quand on fera les pronostics dans quelques semaines, c'est pas sûr que beaucoup de gens mettent les Suns. Je pense que personne Moi, j'hésite. Moi, j'hésite. Très sincèrement, j'hésite. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que moi, perso, j'ai encore une espèce de croyance peut-être débordante et peut-être... j'aime beaucoup Kevin Durant. Alors, la personnalité, des fois, me sort par... Mais le joueur Kevin Durant, j'adore. Bah oui. Et je le trouve tellement fort qu'il y a des moments où, tu vois, j'ai envie d'y croire, en fait. J'ai envie de me dire, non, mais c'est Kevin Durant, quand même, tu vois. Même si sa personnalité, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il se cherche un peu, mais il est très, 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 très fort. Donc, j'arrive à croire aux Suns, quand même, tu vois. Mais je me dis que ça peut passer que par un Kevin Durant qui prouve que non seulement son corps tient la route, c'est pas gagné, ça aussi. C'est l'interrogation c'est pas gagné aussi. Et qu'il est capable, comme j'ai dit, je pense, de remplir cette espèce de double casquette à la fois mec qui va faire les tâches de l'ombre à la Chris Bosh et à la fois mec qui sera des fois la superstar de l'équipe à la LeBron James ou à la Dwayne Wade si on se dit que Devin Booker, en tout cas, il va devoir incarner deux grands joueurs en même temps. C'est pas simple à son âge, avec son historique de blessures. Est-ce qu'il est capable de le faire ? Lui de le prouver, je pense que c'est la seule condition pour que les Suns soient champions. Je vois pas Bradley Beal faire évoluer son jeu. Je vois pas Bradley Beal faire évoluer son jeu. Je pense que Booker sera très fort, sera incroyable. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais est-ce que tu vois, je vois pas Beal d'un coup se mettre à défendre comme un acharné, à jouer sans le ballon, à couper. Il le fera peut-être un peu, mais tu vois, ça va pas devenir Dwayne Wade, quoi. Donc je me dis que le seul qui est capable de vraiment prendre ce rôle de glue guy, c'est Kevin Durant dans le lot. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, de toute façon, on verra ce que donneront les Suns. Ça va être une autre de ces équipes qui seront médiatiquement incontournables et
qu'on va forcément disséquer dans tous les sens dès les premières semaines parce qu'ils sont attendus eux-mêmes au tournant. Là, comme cette liste de joueurs, il y a les équipes qui sont attendues au tournant forcément. Là, notre liste est terminée, mais s'il y a des joueurs auxquels vous pensez que vous, personnellement, vous attendez, vous avez besoin de voir prouver des choses ou dont vous sentez qu'ils auront une pression un peu plus importante que les autres cette saison, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous, voilà, on va se laisser là. Yes. Demain soir, late session. Yes. Tous les matins de la semaine, CQFR. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a le CQFR de ce matin qui est encore en ligne. Voilà, on se retrouve tout au long de l'été. On continue d'être là en espérant que vous passez de bonnes vacances. En attendant que chacun de nous, on en prend un peu de manière disparate, mais on essaie d'être quand même là. Le soldat Chai est toujours au rendez-vous, en tout cas depuis le début. Il me reste une petite semaine de tranchée. Après, je vous abandonne une dizaine de jours, mais du bon, Théo sera là, Antoine sera là, Benjamin sera là aussi. Donc yes. Voilà, on continue tout l'été d'être là avec vous. Yes. Passez une très bonne journée, Antoine. À très vite aussi. Ouais, ça marche. À plus. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.